Les masterclass RH Public par les éditions VK. Bonjour à tous et à tous et merci d'être avec nous pour cette masterclass RH Public. C'est un nouveau dispositif. Vous connaissiez peut-être nos masterclass achat public. Eh bien, nous lançons nos masterclass en RH public qui seront consacrés tous les mois au décryptage sur un sujet majeur au cœur des problématiques des ressources humaines. À partir de 2023, tous les mois donc, en partenariat avec l'association des DRH des grandes collectivités, que je salue et que je remercie au passage très chaleureusement pour leur confiance. Aujourd'hui, refonder le dialogue social après les élections professionnelles, c'est notre sujet du jour. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés en studio Émilie Nicot, DRH adjointe à Rennes, ville, CCAS et métropole, depuis octobre 2019, et vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités. Bonjour chère Émilie. Bonjour. Et à vos côtés, maître Guillaume Glénard, avocat associé au cabinet Landau et Associés et professeur à l'université d'Artois. Bonjour cher maître. Bonjour Julien. Merci à tous deux d'être parmi nous aujourd'hui pour cette première et pour aborder donc ce sujet du dialogue social avec ces élections professionnelles qui arrivent, qui sont maintenant tout proches. Alors avant de rentrer dans le vif de notre sujet, quelques petites informations pour vous. Pour ces masterclass, vous aurez un espace abonné VK sur lequel vous retrouverez, vous le voyez à l'écran, des actualités, des modèles de documents, des outils qui peuvent vous être utiles au quotidien dans la pratique de vos métiers d'agent, de DRH, en collectivité ou dans l'hospitalier ou dans les administrations centrales évidemment. Voilà, des schémas, des outils, des actualités, voilà, un ensemble de contenus que l'on vous prépare et qui sont très utiles pour vous. Donc ce sera mis en place pour chaque masterclass, sur chaque sujet au cours de l'année. Le programme 2023, voilà un petit exemple des prochains rendez-vous. Dès février, sujet sur le pilotage de la masse salariale du budget pour les DRH, le grand sujet de l'attractivité du recrutement, la protection sociale complémentaire évidemment, les enjeux de la cybersécurité pour les DRH, etc., etc. Je ne vous ai pas mis l'ensemble du programme que vous pouvez retrouver sur vk.fr à cette adresse, n'hésitez pas. Et enfin, les contacts, bien entendu, pour avoir plus d'informations, pour vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter, évidemment. Voilà, vous savez tout, on peut rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, dialogue social après les élections professionnelles, donc le 8 décembre prochain, plus de 5 millions d'agents seront appelés à voter aux élections professionnelles pour élire les représentants aux instances paritaires. Donc l'enjeu de mobilisation est important et décisif, puisque si les élections professionnelles représentent un enjeu de démocratie sociale, elle est peut-être cette année plus qu'auparavant un enjeu de dialogue social avec le contexte que l'on connaît et les différentes réformes, notamment la transformation de la fonction publique qui est passée par là. Alors on a l'occasion aujourd'hui de mettre en lumière les règles de mise en place de ces nouvelles instances, les compétences respectives, et puis de s'interroger surtout sur l'après, l'animation de la démocratie sociale. Les enjeux de dialogue social sont primordiaux, inscrits dans la dynamique réglementaire bien sûr, autour de la négociation collective notamment, et puis la protection sociale complémentaire, c'est un sujet qu'on pourra aussi peut-être aborder rapidement. Mais au final, qu'en est-il dans la réalité des administrations et des collectivités, chose que l'on évoquera évidemment. Dernière chose, vous pouvez poser vos questions tout au long de ces 2 heures que vous passez avec nous. N'hésitez pas, ça se trouve en bas à droite de votre interface à l'écran. Posez vos questions et on prendra le temps évidemment d'y répondre, d'essayer d'apporter des réponses à l'ensemble de vos interrogations et débats qu'on pourrait susciter autour de ces différents sujets. Dernière ligne droite pour l'organisation des élections, on l'a dit, le 8 décembre prochain. Alors l'organisation est déjà normalement bien complète. Les échéances approchent. Est-ce qu'il y a des dernières
derniers éléments à mettre en place et à faire attention avant le 8 décembre prochain, peut-être avec vous, cher Guillaume, pour commencer. Oui, alors on en est à ce stade, on est effectivement dans la dernière ligne droite, comme vous le disiez, Julien, puisque les listes ont été déposées, elles sont connues, elles ont été acceptées ou rejetées selon, et en principe elles ont été affichées au moins depuis le 29 octobre, qui était la date prévue. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, c'est à préparer les opérations électorales proprement dites, les opérations de vote, ce qui suppose de mettre en place les bureaux de vote, de penser à la mise en place des bureaux de vote, de fixer, si ça n'a pas été déjà fait, les modèles de bulletins, après consultation des organisations syndicales, étant précisé que c'est l'autorité territoriale pour les collectivités locales qui fixe les modèles de bulletins. Et puis, il faut aussi penser aux modalités de vote. Alors, le principe, c'est que dans les collectivités de moins de 50 agents, le vote se fait en principe par correspondance. Au-delà, le principe, c'est le vote à l'urne, en présentiel. Mais il y a des possibilités, pour rappel, y compris dans les collectivités de plus de 50 agents, que des agents votent par correspondance dans un certain nombre de cas. Par exemple, un agent qui est en arrêt de maladie imputable au service, un agent qui est en congé parental, etc. Dans ces cas-là, le vote peut se faire par correspondance. Le dépouillement sera fait, d'ailleurs, que le vote soit à l'urne, et si ce sont les deux. Si le vote est à l'urne et par correspondance, le dépouillement se fait le même jour, en même temps. Le vote peut également se faire par voie électronique. Alors, dans les collectivités locales, cela suppose qu'il y ait eu une délibération de l'organe délibérant. Si c'est le cas, il y a une possibilité de procéder par vote électronique en fixant des dates, une période durant laquelle le vote peut intervenir. Et ensuite, il y a un dépouillement qui se fait avec les personnes qui disposent de la clé pour accéder aux résultats de l'élection, et les résultats s'affichent automatiquement par informatique, ce qui est un dépouillement au moins qui a l'avantage d'être rapide et d'éviter en principe les erreurs humaines. Voilà en quelques mots pour les élections, quelques rappels sur les élections. De votre côté, Émilie, pour un DRH en collectivité, après ce qu'avait à dire Guillaume, normalement là vous êtes prêt. Oui, après, peut-être pour appuyer sur certains propos et sur notamment les modalités entre vote classique ou vote électronique, l'un des enjeux sur le vote électronique, c'est surtout de pouvoir, on l'espère, favoriser la participation des agents. Et évidemment, c'est aussi un sujet qui porte débat avec les organisations syndicales, je pense pouvoir le dire à peu près globalement partout en France, puisque d'un côté, il y a des questionnements parfaitement légitimes des organisations syndicales sur les modalités de sécurisation de ce dispositif, et notamment de protection de la confidentialité du vote des agents. Et puis surtout quand on est sur des collectivités où on a beaucoup d'agents de terrain qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser les outils digitaux, en tout cas dans leur quotidien de travail, il y a des enjeux autour de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on fait en sorte de faire que nos agents de terrain puissent voter par voie électronique de façon parfaitement simple, la plus fluide et intuitive possible, et puis on parle quand même de vote, donc suffisamment à l'aise pour être un petit peu tranquille sur comment on peut voter. Donc là, je pense que pour les collectivités qui ont fait ce choix-là, il y a beaucoup de discussions et de débats avec les organisations syndicales. Déjà pour se mettre d'accord sur ce mode opératoire, puisque tout le monde n'est pas passé au vote électronique, et puis ensuite sur les modalités concrètes de son organisation. Justement sur ce dispositif-là, je pense qu'il n'y a pas de solution ni magique ni unique. Ça dépend des réalités de terrain de chaque collectivité, de sa culture professionnelle, de sa culture syndicale, etc. Mais ce qui compte, c'est justement les moyens qui sont mis en œuvre pour accompagner nos agents et nos organisations syndicales sur un vote le plus simple possible. Donc ça peut être faire appel à des médiateurs numériques pour les collectivités qui s'en sont dotées sur leur politique publique. C'est ce que certaines collectivités ont pu faire, c'est-à-dire les mettre à disposition de nos agents pour les aider à accéder aux différentes applications. On fait entre guillemets d'une pierre deux coups, puisque le but c'est de les aider à voter, mais par là même de contribuer à l'accès au numérique pour tous, et un petit peu une formation accélérée. Il y a évidemment la présence humaine sur les bureaux de vote.
Donc que ce soit un médiateur ou une autre personne, selon les collectivités, ça peut être le choix peut être fait de prendre volontairement quelqu'un qui ne soit pas membre d'une organisation syndicale. D'autres, ça peut être aussi justement aussi des organisations syndicales. C'est des choix très diamétralement différents et qui relèvent de chaque collectivité. Et puis, bien sûr, ça peut être aussi des hotlines pour poser ses questions si on a perdu son mot de passe, ou on est bloqué sur son application pour de telles raisons, ça ne fonctionne pas. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une organisation humaine pour pouvoir, quelle que soit la difficulté à laquelle on est confronté, avoir quelqu'un pour nous aider. Et évidemment, j'ai peut-être même oublié le principal, mais c'est d'organiser physiquement des bureaux de vote. Quand bien même on est sur le vote électronique, ça permet de sacraliser un petit peu les choses, d'une part, et de garder un peu le sens de cette démarche très collégiale et très particulière, puisqu'elle se déroule une fois tous les 3 ans. Et puis, par ailleurs, de pouvoir organiser clairement un lieu pour les agents lisible, pas très loin de leur prise de poste, selon les cas, avec quelqu'un qui peut les aider. Posez vos questions, vous pouvez le faire tout au long de ces 2 heures, n'hésitez pas, on accordera très régulièrement du temps pour y répondre, donc allez-y. On vous sollicite également avec des questions sondage. Première question sondage, vous répondez en direct. On parlait du vote électronique. L'avez-vous mis en place dans votre structure? Oui ou non? On vous laisse quelques temps pour répondre. Ça nous donnera une idée. Alors évidemment, en fonction du public qui nous regarde aujourd'hui, mais de la proportion mise en place du vote électronique, c'est quand même quelque chose on imagine, qui a amené à se développer. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je serais surprise d'avoir une analyse comparative entre les dernières élections et aujourd'hui sur le nombre de collectivités qui est passé au vote électronique, étant précisé que pour ma part, on avait déjà l'occasion d'être sur le vote électronique lors des dernières élections, et on constate une complexification juridique, notamment sur l'organisation de ces élections. Donc rassurez-vous, si vous êtes confronté à certaines difficultés, je pense que c'est le cas de beaucoup de collectivités. Je pense notamment à tout ce qui est justement sécurisation des données, RGPD, c'est des choses qui n'étaient pas aussi développées en termes d'obligations légales sur les dernières élections professionnelles. Voilà, pour ne citer que cet exemple-là. Ça a créé des nouveaux questionnements d'un point de vue réglementaire, effectivement, cette mise en place du vote électronique? Alors, moi, j'ai pas eu de connaissance particulière de questionnement dans la pratique juridique, mais potentiellement, enfin, par exemple, il n'y a pas eu à ma connaissance, il n'y a pas eu de contentieux sur les délibérations organisant le vote électronique, mais il est vrai que c'est peut-être c'est quelque chose un peu nouveau. Donc il faut attendre un petit peu pour voir quelle position prendra le Conseil d'État sur des difficultés qui se sont rencontrées. Alors c'est très partagé, intéressant, je ne sais pas comment on va lire ces chiffres. 52% vous nous répondez oui, donc 48% non. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'on a une augmentation par rapport à 2018? Je pense qu'il y a une légère augmentation, parce que aux dernières élections, il y en avait un petit peu moins, il me semble. Et puis surtout, je pense qu'on bénéficie du retour d'expérience des collectivités qui se sont lancées dans la démarche aux dernières élections, et notamment en termes de taux de participation, puisque c'était la principale crainte des organisations syndicales. L'employeur faisait le pari de se dire mais non, ça va faciliter la participation, là où on pouvait avoir des organisations syndicales qui, de façon parfaitement légitime, pouvaient avoir des craintes en disant mais enfin, si on ne met pas à disposition des lieux de vote et on ne peut utiliser que ce canal-là, on a plutôt peur d'avoir de la déperdition en ligne, c'est un mauvais jeu de mots. Et donc pour l'exemple que je connais, on avait plutôt maintenu notre taux de participation, voire légèrement augmenté, dans un contexte plutôt national où on voit bien que c'est pas évident de faire en sorte d'avoir un taux de participation important, voire même ne serait-ce que maintenu. Avant de poursuivre avec les instances, on va parler un petit peu des nouvelles instances à élire. Une question sur le RGPD, puisqu'on en parlait. Faut-il entreprendre des démarches vis-à-vis de la CNIL concernant le vote électronique, donc est-ce qu'il y a des démarches particulières pour les données personnelles qui seraient utilisées?
A priori, si on crée des fichiers automatisés, donc informatiques, avec des données personnelles, il y a une déclaration. Spontanément, j'aurais tendance à dire oui. Ouais, en tout cas, ça permet de se couvrir d'une certaine manière. Oui, en tout cas. C'est plutôt une démarche de Mais prévention. le principe, hein, si on revient sur les fondamentaux, hein, vis-à-dire des déclarations auprès de la CNIL, c'est qu'en principe, il n'y a pas de possibilité on ne peut pas créer des traitements automatisés librement, donc peut-être une déclaration de la CNIL serait bienvenue. Eh ben, merci pour vos réponses. On passe donc aux instances de dialogue social. Le comité social territorial, donc on a effectivement des nouveautés par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. Oui, nouveauté dans la continuité, on va dire quand même. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a changé quand même un certain nombre de choses, puisque bon, il y a la suppression du comité technique qui devient comité social territorial, il y a la suppression du CHSCT, même si, on va le voir, il y a une formation spécialisée qui peut prendre la suite un petit peu du CHSCT. Donc, on va dire qu'il y a quand même une forte continuité. Il y a un peu une redéfinition des compétences du CST par rapport au comité technique, mais pas de bouleversement. Pas de bouleversement. Alors, le CST, oui, c'est une instance consultative. On pourrait dire même c'est l'instance de dialogue social. Hein. Alors, on pourrait souvent, lorsqu'on parle de dialogue social, on parle également des commissions administratives paritaires, des CAP, voire des commissions consultatives paritaires pour les contractuels. Qui ne sont pas à proprement dit des instances de dialogue social, ce sont des instances qui, comme chacun le sait, statuent sur des questions individuelles portant sur des agents. Et leur périmètre d'ailleurs d'intervention a été assez réduit. Donc le dialogue social, c'est d'abord le CST. C'est vraiment cette instance-là. Alors, chacun le sait, c'est une instance qui est composée à la fois de représentants de l'administration, des collectivités territoriales, pour ce qui concerne celle-ci, et puis des représentants des agents publics, lesquels sont élus, puisque les élections ont lieu le 8 décembre. Et c'est un comité, et ce comité intervient pour toutes les questions d'ordre collectif qui intéressent l'ensemble des agents. Alors, il y a des obligations de création des CST qui varient selon le nombre d'agents que compte la collectivité. Si on a moins de 50 agents, le CST sera celui du centre de gestion. Si on a au moins 50 agents, la collectivité peut choisir de créer, elle va créer obligatoirement son CST. Alors, ce seuil des 50 agents, pour savoir s'il y a 50 agents ou moins de 50 agents, on apprécie ce seuil chaque 1er janvier. Et d'ailleurs, il y a des possibilités, lorsqu'il y a une évolution des effectifs, de créer, en dehors du renouvellement général du CST, un CST, si les effectifs varient et augmentent. Alors, il y a également, mais ça porte sur les collectivités qui ont une certaine taille, évidemment, des CST de services qui peuvent être créés ou de groupes de services qui vont du coup qui vont avoir un champ de compétences, qui ont le champ de compétences du CST, mais au titre seulement du service pour lequel ils sont créés. Alors, ce CST est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui est forcément un élu local pour les collectivités locales. Et puis, évidemment, ils vont comprendre des représentants du personnel, lesquels doivent être au moins aussi nombreux que ceux de l'administration. Ils peuvent être plus nombreux, mais ils ne doivent pas être moins nombreux. Donc, c'est pas une instance paritaire, il n'y a pas d'obligation de parité. Le comité technique paritaire avait été supprimé et a été remplacé par le comité technique. Le CST ne revient pas sur cela. Bien évidemment, l'administration peut tout à fait décider que le CST sera paritaire. Alors, quelles sont les attributions du CST? Tout d'abord, alors il y a plusieurs groupes d'attributions. Tout d'abord, les CST doivent être consultés obligatoirement pour tout ce qui concerne le fonctionnement et l'organisation des services.
C'est-à-dire si il y a un projet de réorganisation du service, de restructuration du service, si on veut modifier l'organigramme, et d'ailleurs c'est un point qui a été précisé, qui n'était pas précisé antérieurement, et c'est une bonne chose parce que souvent la question a été posée, est-ce qu'on doit consulter le CST sur le comité technique sur l'organigramme ou non? Lorsque on va modifier les attributions d'un service, en cas de transfert d'un service d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale, et également inversement, lorsqu'il y a une restitution de compétences d'un établissement public de coopération intercommunale vers la commune, il y a l'obligation de consulter le CST. Et puis il y a d'autres types d'attributions encore, la question de la qualité des services rendus, sur l'accessibilité des services, alors c'est un point important également, on y reviendra, sur les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, ce qui renvoie à la question des lignes directrices de gestion. Ça c'est un point très important, c'est cette question des lignes directrices de gestion. Également, les collectivités doivent adopter des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en tout cas pour celles qui ont plus de 20 000 habitants, c'est une obligation. Là aussi, le comité social territorial doit être consulté. Et puis enfin, là aussi, c'est un point important qui forcément mobilise les organisations syndicales, parce que ça intéresse vraiment beaucoup les agents, ce sont les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale, et tout ce qui concerne également la protection sociale complémentaire. Donc là, c'est aussi un point important. Alors ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, le CST, de par ses attributions consultatives, montre qu'il y a une obligation en fait pour l'employeur public de dialoguer avec les organisations syndicales avant l'adoption d'un certain nombre d'actes qui relèvent de sa compétence. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est le début du dialogue social qui est prévu avant l'adoption d'un acte. On verra, il y a aussi du dialogue social de bilan, puisque ce sont d'autres compétences du CST. Alors oui, d'ailleurs, il y a encore, on peut ajouter qu'il y a aussi quelques autres compétences sur le temps de travail aussi. C'est vrai que sur le temps de travail, c'est aussi un point très important qui a mobilisé les comités techniques d'ailleurs l'année dernière, depuis 2 ans environ, puisque la loi de transformation de la fonction publique avait prévu que toutes les collectivités devaient passer à 1607 heures, et donc il y a un certain nombre de collectivités qui ont renégocié l'organisation du temps de travail. Deux questions sur le comité social, le comité technique. 2 questions qui sont liées d'ailleurs. Est-il possible d'organiser un comité technique à la veille des élections professionnelles? Et je vous pose tout de suite la deuxième question qui me semble liée, c'est que le comité social territorial pourra-t-il valider le procès-verbal du dernier comité technique tenu avant l'élection? Bonne question. Bonne question. Je ne vois pas ce qui s'oppose à ce que le comité technique puisse rendre un avis avant les élections, même puisque son mandat expire avec les élections. Sous réserve que les compétences demeurent, le comité social territorial prendra la suite du comité technique. Je pense notamment, alors, lorsque par exemple le comité technique, lorsque le comité technique rend un avis défavorable à l'unanimité, enfin les représentants du personnel rendent un avis défavorable à l'unanimité, il y a une obligation de consulter à nouveau le comité technique. Il n'y a aucune raison, et ça c'est une question à mon sens de continuité du service, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas demander au CST un second avis à la suite d'un avis défavorable précédent. Donc a priori, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Je n'ai rien vu dans les textes d'ailleurs qui abordaient ce point, sauf erreur de ma part, mais parfois il faut aller... c'est quand on pose une question qu'on va chercher dans le texte et qu'on se rend compte qu'il y a une disposition transitoire, mais je n'en ai pas
On n'avait pas de souvenir, là, a priori. Après, si pour peut-être juste compléter, en dehors des obligations légales ou des autorisations légales, ça me paraît quand même compliqué d'organiser un CT la veille des élections. Déjà en termes d'opportunité, de sens démocratique, je trouve que c'est un peu dérangeant. Et puis ensuite, nos organisations syndicales sont quand même soumises à des règles de communication préélectorale. Et dans la mesure où elles vont bientôt plus pouvoir communiquer, ça me paraît un petit peu contradictoire avec l'organisation d'une instance qui a pour but de décider et à la fin de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Donc normalement pour la plupart des collectivités territoriales, le mois de novembre est le mois pour lequel elles devront connaître leur dernier CT afin de pouvoir basculer intégralement, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, sur une campagne électorale. Oui. Oui, d'ailleurs, les centres de gestion n'ont pas prévu en général, lorsque c'est eux qui gèrent les CT, ne prévoient pas de réunion du CT au mois de décembre. Ils cherchent à tout boucler au mois de novembre, effectivement. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Émilie Nico. C'est vrai que c'est pas forcément le bon moment. Surtout, les élections peuvent engendrer un peu de passion. Donc c'est pas forcément le moment le plus opportun dans le sens du dialogue social. Voilà, on est bien d'accord. Et le risque, c'est qu'effectivement on ait des positions de principe, quel que soit le sujet, qui correspondent à la ligne électorale de telle ou telle organisation. Donc en termes de dialogue social, c'est vrai que c'est pas opportun. Poursuivons sur la formation spécialisée du CST. Alors oui, il est prévu une formation spécialisée du CST, qui est une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc c'est ce qui correspond à l'actuel CHSCT. Ces formations spécialisées peuvent être organisées dans les collectivités ou les établissements publics qui emploient plus de 200 agents. Ça, c'est créé dans ces collectivités, et en dessous du seuil, c'est une possibilité de créer cette formation spécialisée, notamment lorsqu'il y a des risques professionnels particuliers qui le justifient. Donc ça va vraiment complètement dépendre de chaque collectivité ou établissement public en fonction des profils d'agents et de services que l'on a, est-ce qu'il y a des risques professionnels particuliers ou non. Cette formation spécialisée est composée de représentants du personnel qui sont désignés par les organisations syndicales qui siègent au CST, pardon. Donc ça va évidemment dépendre des élections qui vont avoir lieu. Une fois que les élections auront lieu, bien chaque organisation syndicale qui siège au CST pourra désigner ses représentants à la formation spécialisée. Il y a aussi des formations spécialisées, mais là ça concerne également plutôt les grosses collectivités, bien sûr, qui peuvent être organisées en complément de la formation spécialisée générale, si je puis dire. Ce sont des formations spécialisées qui peuvent intervenir sur des services spécifiques. Donc là aussi, en tant que de besoin, s'il y a des particularités, on peut créer une formation spécialisée de service, par partie de service. Alors, quelles sont les attributions de la formation spécialisée? Sans surprise, c'est tout ce qui concerne la santé, la sécurité, l'hygiène, d'une manière générale. Ça concerne également l'organisation du travail, le télétravail, la régulation de l'utilisation des outils numériques, l'amélioration des conditions de travail. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est l'articulation avec le CST. On peut peut-être passer à la diapo. L'articulation avec le CST, il y a des cas où les deux attributions, les deux compétences du CST et de la formation spécialisée peuvent se chevaucher. Par exemple, sur l'organisation du service. Si le CST est consulté sur une question qui pourrait relever également de la formation spécialisée, il n'y a pas besoin de consulter cette formation spécialisée parce que ça serait redondant en réalité. Donc on peut se contenter de la seule consultation du comité social territorial. D'ailleurs ici, il s'agit d'une disposition qui reprend en fait une jurisprudence du Conseil d'État antérieure sur les comités techniques paritaires et comités techniques,
qui indiquait que lorsque le comité technique s'était prononcé sur une question, qui relève également du CHSCT, il n'y a pas lieu de consulter, on peut s'abstenir de consulter le CHSCT. Et c'est parfaitement compréhensible, puisque de toute manière, ce sont un peu ce sont les mêmes organisations syndicales qui sont représentées au CHSCT ou demain à dans la formation spécialisée. Alors maintenant, pour revenir au CST, je vous disais que le CST est une instance de dialogue social avant l'adoption des projets. Donc c'est vraiment un moment important. Mais c'est également une instance de dialogue social de bilan, si je puis dire. Puisque le CST intervient annuellement sur un certain nombre de points et pour en quelque sorte faire le bilan. Enfin, pour que l'employeur public présente l'année écoulée et fasse le bilan de l'année écoulée, et du coup que le CSCT puisse également rendre un avis, et puis que les organisations syndicales puissent faire remonter aussi un certain nombre de choses. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ce débat annuel, il va porter sur la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, et notamment sur les décisions qui ont été prises, on y reviendra, en application des lignes directrices de gestion. Et puis, donc, ça permet au CST de vérifier, de contrôler si l'employeur public a bien suivi les lignes directrices de gestion qui ont été arrêtées. Il y a également un débat qui se fait sur l'évolution des politiques RH sur la base du rapport social unique, sur la création des emplois à temps non complet. Est-ce que là, c'est une sorte de contrôle pour s'assurer notamment qu'on ne va pas peut-être créer trop d'emplois à temps non complet, alors même que des besoins justifieraient des emplois à temps complet. Bilan sur la mise en œuvre du télétravail, là aussi c'est important, que la collectivité donne son point de vue, fasse le bilan, mais que les organisations syndicales aussi, qui ont des informations qui émanent directement des agents, puissent faire un retour. Ça c'est important. Bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d'accès aux carrières pour la fonction publique territoriale. Il y a plusieurs choses encore. Bilan annuel des dispositifs expérimentaux d'accompagnement des agents recrutés sur contrat, en alternance, etc. Enfin, il y a pas mal de choses, pas mal de points sur lesquels les CST doivent faire un bilan, politique d'insertion, plan de formation, accessibilité aux services et qualité des services publics, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, prévention des discriminations. Ça fait beaucoup de choses à voir. Ça fait que les services des ressources humaines ont pas mal de travail à faire chaque année pour faire un peu de bilan, quand même, je pense. Enfin, Émilie Nico vous le dira sans doute beaucoup mieux que moi. Mais c'est en tout cas un outil, si je puis dire, qui permet vraiment une implication des organisations syndicales et un dialogue sur ce bilan et sans doute un échange. Pour compléter, je reviendrai même sur le débat parlementaire qui a précédé l'adoption de la loi à l'origine de la création du CST. Une des craintes, et d'ailleurs il me semble que la plupart des organisations syndicales au niveau national s'étaient positionnées unanimement contre la création de ce CST, c'est parce qu'il y avait une crainte d'un affaiblissement du dialogue social en procédant un peu à la fusion des instances CHSCT et CT. Et donc du coup, une perte aussi, la crainte de perdre un certain nombre de sujets autour des conditions de travail, de la santé et sécurité, qui sont bien évidemment des sujets extrêmement importants, voire même prioritaires, en tout cas essentiels. Et la création de cette formation spécialisée dont vous nous avez très bien parlé pouvait ne pas leur paraître suffisante et voire être prise comme quelque chose un petit peu au rabais. Donc là où j'aimerais peut-être préciser quelque chose, c'est que, comme vous l'avez à juste titre dit au début, nouveauté dans la continuité, cette instance-là, ce CST, il a
pour but de structurer surtout le dialogue social, justement pour qu'on puisse y avoir les enjeux de politique RH, et donc avoir une vraie vision globale de ce sur quoi les employeurs doivent s'engager sur une vision essentiellement pluriannuelle, se donner de la lisibilité, pouvoir s'engager. Et donc, raison pour laquelle la loi paraît effectivement dense quand on voit le cumul de sujets, mais en fait c'est tellement logique puisque ça regroupe les champs d'intervention de nos employeurs. Et donc, ça constitue nos axes de politique RH. Donc, en fait, cette structuration autour d'un comité, d'une instance, entre guillemets, unique, c'est justement de pouvoir avoir des vraies discussions avec nos organisations syndicales et puis de pouvoir avoir un lieu unique de passage de ces dossiers clés. Raison pour laquelle, justement, lorsqu'on avait un sujet qui préalablement pouvait à la fois concerner le CHSCT et le CT, on avait déjà la possibilité d'aller directement au CT. Ce sera toujours le cas aujourd'hui. Ça permet par contre de clarifier un petit peu l'articulation entre les différentes politiques RH au sein de différentes instances de discussion syndicale et de pouvoir centraliser et monter un petit peu tout le monde en compétence sur une vision stratégique de politique RH et plutôt à viser pluriannuelle avec des bilans annuels. C'est toute la logique en fait de ces bilans. Ça permet de s'engager sur des objectifs et de voir si on les a atteints. Pour revenir aussi sur ce que vous disiez sur l'obligation préalable de discuter avec nos organisations syndicales avant de passer devant le CST. En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une évolution parce que tout dépend de la maturité du dialogue social que l'on peut avoir au sein de nos collectivités. Mais là où on a un dialogue social organisé, structuré au sein de nos collectivités, c'est quelque chose qui se fait déjà parce que c'est tellement évident de discuter avant de le soumettre au vote. Et autant que faire se peut, même d'avoir pu le travailler concrètement avec nos organisations syndicales. Donc, c'est peut-être écrit noir sur blanc et c'est peut-être une obligation légale, mais je pense dans les faits que beaucoup de collectivités avaient déjà introduit cette pratique de discuter préalablement avec nos différents partenaires, en l'occurrence des organisations syndicales pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce sont autant d'éléments qui montrent que l'objectif de cette loi, c'est finalement surtout de nous organiser, de structurer notre façon de parler avec nos partenaires sociaux. Merci pour ces précisions. On va prendre toute une série de questions, beaucoup de questions déjà, sur différents points que vous avez évoqués tous les deux. Alors, on va prendre quelques-unes. Alors, je reviens sur le RGPD, mais qui est plus une remarque, puisqu'on ne va pas débattre du RGPD, mais sur la question qu'on posait, est-ce qu'il fallait faire des démarches auprès de la CNIL ? On nous demande si le RGPD ne renvoie finalement pas, tel pas les institutions à leur responsabilité dans l'application. Est-ce que finalement, aujourd'hui avec le RGPD, est-ce que les différentes structures ne sont-elles pas responsables de leurs données? Donc c'est finalement un autocontrôle qui permet de se dispenser de déclaration auprès de la CNIL. Et finalement, s'il y avait un contrôle de ces données, pourrait y avoir effectivement faute. Bon, je ne sais pas si vous avez une... Si je comprends correctement la question, je partage effectivement le point de vue, c'est de dire que normalement nos obligations du RGPD, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles se sont considérablement renforcées en termes d'obligations légales sur l'organisation des élections professionnelles. Et effectivement, normalement, que ce soit avec les partenaires, les expertises techniques, lorsqu'on fait appel au vote électronique, ou pas, parce qu'il n'y a pas que le vote électronique, bien sûr, mais normalement, nos obligations du RGPD doivent nous aider à faire les déclarations de conformité adéquates, et puis surtout de ne demander que le strict nécessaire en termes de données. C'est déjà même la première prévention. Voilà. Absolument. Quelques mots peut-être, ça nous est demandé, y a-t-il des différences, on parle du CST, différences avec le CSE pour la FPH, est-ce que vous avez quelques commentaires à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a des réelles différences ou est-ce qu'on est sur quelque chose de globalement similaire? En gros, on est sur quelque chose de similaire. Hein. Là, il y a une grande unité entre les trois versants de la fonction publique. Alors, il peut y avoir des petites particularités, parce qu'il y a notamment la FPH a certaines spécificités, mais en gros, on est sur la même ligne et dans le même esprit. J'ajouterais même que globalement, on est même aussi sur le même esprit que ce qu'on peut trouver dans le secteur privé. Puisqu'au final, la création du CST est inspirée de la création du CSE qui est intervenue quelques années préalablement dans le secteur privé.
ce qui a conduit les gens à dénoncer la loi de transformation de la fonction publique en disant que c'était une privatisation de la fonction publique, ce que ce n'est pas du tout. Et c'est pas parce qu'il y a des convergences que pour autant on assiste à une privatisation de la droit de la fonction publique. Celui-ci demeure très très différent du droit du travail. Autre question, je crois que vous y avez répondu dans votre intervention, Guillaume. Pouvez-vous nous confirmer que le télétravail devient un champ de compétence de la formation spécialisée et non du CST? Oui, mais le CST peut se prononcer également sur le télétravail. C'est un champ de compétences commun, ce qui veut dire que si le CST a statué sur un projet relatif à l'organisation du télétravail, on n'a pas l'obligation de saisir la formation spécialisée. On poursuit sur les questions. Alors, vous voyez, une question préélectorale. On avait dit que tout était organisé. Il y a quand même des questions là-dessus. Sur la communication de la propagande électorale, sur la diffusion. L'interdiction de diffusion de la propagande électorale durant toute la durée du scrutin s'applique-t-elle à l'ensemble des communiqués syndicaux, y compris ceux sans référence à la campagne électorale? Y a-t-il des communiqués syndicaux qui feraient pas référence à la campagne électorale implicitement Pour moi, en fait, pourquoi prendre le risque? De toute façon, c'est interdiction de toute communication en période préélectorale pour ne pas influencer et protéger le sens législatif qui est de permettre un vote sain et apaisé pour les électeurs. Si on fait l'analogie avec le droit électoral, par exemple pour les élections politiques, on va dire si l'information, si c'est quelque chose de purement informatif, hein, on pourrait dire que ça peut passer. Genre le syndicat X dit je vous informe que il y a une délibération qui va être votée par l'organe délibérant qui porte sur ça. Bon, à la rigueur. Mais à partir du moment où il y a une prise de position, on rentre. La prise de position, forcément, ne peut pas ne pas avoir un impact, un lien avec les élections. Et puis, pour rebondir sur la discussion de tout à l'heure sur l'organisation des instances, c'est en fait tout simplement logique qu'il y ait une pause. Donc, pas d'organisation de CT après telle date, et puis pas une administration quelque peu à l'arrêt. Donc, il n'y a pas normalement de raison de devoir communiquer sur quoi que ce soit, autrement que pour préciser que le vote a lieu de telle date à telle date. Autre question, comment se passe la désignation de la formation spécialisée en cas de tirage au sort au CST? Ah bah il n'y a pas... oui, c'est une bonne question, mais une fois qu'on a la composition du CST, qui peut effectivement, de manière marginale, conduire à un tirage au sort, une fois qu'on a la composition du CST, ben il y a une désignation. Ah oui, sauf que la personne qui est tirée au sort, oui, c'est que la personne désignée au sort peut très bien être un agent qui n'est pas syndiqué. Alors que ce sont les organisations syndicales siégeant au CST qui désignent les membres de la formation spécialisée. En fait, l'intérêt de cette évolution législative, la question est intéressante, c'est que par rapport à aujourd'hui, on peut avoir une totale dichotomie des compétences et des profils de nos délégués syndicaux selon qu'ils siégeaient et donc étaient élus au CT et qu'ils étaient désignés par leur organisation syndicale pour siéger au CHSCT. Aujourd'hui, l'évolution, c'est que à minima, on va devoir avoir un étau commun de délégués syndicaux, puisque ceux qui siégeront à la formation spécialisée doivent être désignés parmi les personnes élues au sein du CT. Donc l'idée derrière, c'est justement de développer cette vision à 360 degrés des sujets de politique RH, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, sur les conséquences qu'il faut en tirer et les actions concrètes qu'on peut mettre en place pour aider à tout ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu des interlocuteurs communs, en tout cas un socle commun d'interlocuteurs harmonisés. Ce qui n'empêchera pas par ailleurs d'avoir en complément des délégués qui siègent au sein de ces instances spécialisées sur les sujets de conditions de travail, sans avoir été élus, mais il devrait y avoir obligatoirement des élus du CST au sein de cette instance. Excusez-moi, j'ai peut-être manqué de clarté. Non, c'est tout à fait clair là-dessus. Beaucoup de questions, on ne va pas pouvoir toutes les prendre immédiatement. On va encore deux questions. Peut-être une question sur la création du FSSCT dans les collectivités de moins de 200 agents.
une disposition spécifique, alors une formule, quand les risques le justifient pour la création. Comment interprétez-vous le texte pour la création des FSSCT dans les collectivités de moins de 200 agents, notamment sur la formule quand les risques le justifient? Guillaume, je m'adresse plutôt à vous dire. Alors, le juriste va dire, lorsqu'on a une formule qui est celle-là, tant qu'on n'a pas de jurisprudence, tant que la juge nous a pas dit ce que c'était que le risque qui justifie la création de la formation spécialisée, on n'a pas de réponse certaine. Risque spécifique qui le justifie, on peut penser, je sais pas, à des services dont les agents sont exposés à des je sais pas, ils font un travail qui peut être dangereux et qui suppose que l'on mette en place des processus, des protocoles pour sécuriser leur travail. Ça peut expliquer cela. Des agents qui sont exposés à des risques, par exemple, je sais pas, des agents qui travailleraient dans un secteur où il y a, je sais pas, où on peut être exposé à de l'amiante. Vous voyez, par exemple, alors souvent c'est plutôt des agents qui travailleraient sur des canalisations, sur des choses comme ça, où il y aurait de l'amiante, parfois il faudrait désamianter, alors il y a tout un protocole pour les protéger. On peut imaginer là que c'est un risque qui justifierait la création d'une formation spécialisée. Émilie, vous avez... Pour l'instant, c'est vraiment un sujet sur lequel je me pose plus de questions, donc j'attends de voir. Et puis après, je pense que ça dépend surtout des enjeux, en fonction des métiers concernés, des problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités et des discussions qu'on peut avoir avec les organisations syndicales. Parce que le risque aussi, c'est de justement démultiplier les instances et de perdre le sens de cette réforme, qui était au contraire d'avoir un socle commun de délégués syndicaux avec qui on peut parler, d'avoir une vision à 360 degrés des sujets. Donc plus on va créer des instances parallèles, plus on risque d'avoir cette déperdition. Ou alors en tout cas d'avoir des difficultés opérationnelles ensuite en termes de formation sur nos sujets RH, etc. Donc pour l'instant, j'ai bien en tête cette disposition légale, mais c'est pas celle qui fait le plus de sens pour moi à ce jour. J'aurais peut-être tendance à dire que en réalité, c'est par une confrontation à la réalité que la question peut se poser, et pas forcément comme ça spontanément. C'est-à-dire si l'administration a franchement l'impression qu'il y a des particularités dans un service qui mériteraient qu'il y ait une formation qui soit justement spécialisée parce qu'il faut qu'il y ait une attention particulière qui soit liée à ce service, je pense que c'est par rapport à c'est ainsi qu'il faut comprendre le texte. L'intérêt que j'y vois, si on était sur une collectivité d'une taille vraiment énorme, avec un nombre d'agents très très important. Mais sinon, comme ça, je pense que justement, le but d'avoir un dialogue social un peu centralisé peut le rendre justement plus fort. Dernière question qui est finalement une remarque qui vient de disparaître de moi, je dis à la régie qui vient de disparaître de mon écran, voilà, merci. C'est une remarque, mais qui lance peut-être un petit débat. On nous dit, quand on compare les compétences de l'ex-CHSCT avec la formation spécialisée, on constate une disparition concernant le recours possible à une expertise dans le cadre d'une réorganisation. Je ne sais pas si vous confirmez cela, mais il s'agirait d'une disparition d'un recours important. C'est le commentaire qu'on nous fait. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, effectivement, c'est vrai que là, il n'y a plus, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de mention d'une expertise, effectivement, mais à vérifier parce que c'est vrai qu'on a créé les CST, on s'est un peu inspiré des CSE, comme le rappelait Émilie Nico. Et en droit du travail, il y a le CSE peut demander une expertise. Et c'est vrai que là, pour les nouveaux textes sur le CST, la formation spécialisée, je n'ai pas remarqué qu'il y avait cette compétence-là qui était retenue. Ensuite, rien n'interdit de toute manière à des organisations syndicales de saisir la collectivité pour demander une expertise éventuellement. Exactement. Et justement, le but, mais je suppose que ce sera l'objet de la discussion tout à l'heure, mais c'est de se mettre d'accord sur les périmètres des compétences des différentes instances, parce que la loi nous donne déjà des éléments, certes, mais on voit bien que quand on est confronté concrètement à des sujets un peu plus précis, le doute subsiste.
Donc il y a un travail préparatoire de création de ces instances à faire avec les organisations syndicales pour définir le rôle, les compétences de la formation spécialisée, du CST, et quels sont les moyens qui sont mis à leur disposition pour saisir l'employeur sur les sujets, etc. etc. Merci à tous les deux pour tous ces commentaires sur toutes ces questions. On fait une petite pause de 5 minutes. On est de retour très vite, donc à tout de suite.
On est de retour pour cette masterclass RH public consacrée au dialogue social et aux élections professionnelles. Je suis toujours en compagnie d'Émilie Nicot et de Maître Guillaume Glénard. On poursuit, on va beaucoup parler des instances à élire. Passons à la suite, au sujet d'une directrice de gestion et de négociation collective, qui est l'un des sujets fondamentaux pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le dialogue social. Et donc, cette thématique des négociations et des accords collectifs. Donc, tout d'abord, les lignes directrices de gestion. Alors, les lignes directrices de gestion, c'est une grande innovation de la loi de transformation de la fonction publique, puisque c'est en fait un instrument, c'est un instrument de gestion des ressources humaines, et notamment qui permet de prévoir, d'arrêter une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Et notamment, ces lignes directrices de gestion doivent porter sur la GPEC, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc c'est un instrument qui est très important, parce que c'est comme ça qu'on vraiment définit la politique des ressources humaines. Ça contraint la collectivité, en tout cas, à avoir de penser sa politique de ressources humaines sur plusieurs années. Ce que beaucoup de collectivités pouvaient faire spontanément, mais là c'est une obligation qui leur est faite. Donc du coup, à partir de ce moment-là, pour déterminer cette stratégie, on va tenir compte des politiques publiques qui sont mises en œuvre en matière d'effectifs. Est-ce qu'on prévoit une baisse des effectifs, un maintien des effectifs, une augmentation des effectifs, pour quel métier, pour quelles compétences? Et ça, ce sont des choses qui sont utiles, notamment parce que beaucoup de collectivités ça peut être le moment de se poser aussi des questions sur quelle articulation entre, par exemple, une commune et un EPCI. Est-ce qu'il y aura un transfert de compétences ou des restitutions de compétences? Est-ce que, pour les effectifs, est-ce qu'on prévoit une augmentation parce qu'on envisage, je sais pas, de reprendre en régie une activité qui jusque-là était confiée à un prestataire dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public? Donc il y a plein de choses ça peut être un moment où on met à plat un petit peu les choses pour se projeter dans l'avenir. Et puis les LGD déterminent également les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Notamment, elles vont fixer les orientations en ce qui concerne les promotions, que ce soit dans un grade, que ce soit dans un cadre d'emploi, et plus généralement, c'est un moment où on va fixer les orientations en matière d'évolution professionnelle des agents. Donc c'est vraiment un outil qui est fait pour encadrer un peu la réflexion des collectivités, des employeurs publics sur la politique des ressources humaines. Alors il y a aussi d'autres points. Alors ça c'est sur les domaines, on est passé, ça c'est peut-être Émilie Nicot peut-être intervenir. Peut-être peut-être terminer là-dessus. Voilà. Oui. Sur les LDG, c'est ce qu'on commençait un petit peu à dire tout à l'heure. Ça peut être un véritable atout pour les directions des ressources humaines comme outil de discussion avec les organisations syndicales. C'est-à-dire que, en fait, les LGD, si je le dis de façon très basique, c'est la consolidation de tout ce qu'est une politique RH, en fait. Enfin, on y retrouvera un petit peu tous les sujets de compétences du CST qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Oui. Donc, l'intérêt, c'est pas de faire de façon un peu bête et méchant la rédaction des déroulés de carrière, des perspectives de mobilité offertes par nos collectivités, etc. C'est plutôt d'en donner aussi le sens et la trajectoire d'un point de vue politique RH. Donc en fait, sur la base de nos LGD, qui sont bien une obligation légale évidemment, mais c'est d'en construire un véritable agenda social. En fait, en tout cas, c'est une des possibilités, c'est sur la base de nos LGD, mettons-nous d'accord pour définir notre feuille de route de façon pluriannuelle et ce sur quoi on s'engage à discuter avec les organisations syndicales. Et c'est surtout ça, en tout cas, un des intérêts qui peut être particulièrement intéressant comme outil juridique au bénéfice du dialogue social. Et bien évidemment aussi, l'intérêt, c'est comme on est obligé
à se structurer et à poser ces choses, eh bien ça nous donne aussi une carte à jouer pour communiquer de façon beaucoup plus transparente auprès des agents, pour avoir une certaine information sur ce dont ils peuvent bénéficier au titre de nos politiques RH, mais à condition évidemment d'en faire aussi un travail un petit peu de simplification derrière. Là, on est bien au cœur de notre sujet, c'est finalement des obligations réglementaires, mais qui sont des leviers, des outils pour la mise en place du dialogue social. Alors oui, juste peut-être encore un mot, Julien, sur les LGD. Les LGD doivent peut-être effectivement travailler sérieusement, comme le disait Émilie Nicot, parce que c'est quelque chose qui a une incidence sur les décisions individuelles qui vont être prises. C'est-à-dire que l'administration ne peut pas s'affranchir des LGD dans les décisions individuelles qu'elles vont prendre. Autrement dit, ces LGD sont faites pour recevoir pour être concrétisées au plan individuel, et notamment la légalité d'une décision individuelle qui pourrait être contestée si jamais la décision se trouve en complète contradiction avec les LGD. Alors évidemment, c'est pas forcément un rapport de conformité, hein, mais il faut l'autorité territoriale, l'administration d'une manière générale, qu'elle soit hospitalière ou de l'État, peu importe, doit tenir compte des LGD dans sa décision. Donc c'est effectivement, c'est un document qu'il faut vraiment, il faut vraiment penser ce document, parce qu'ensuite il va falloir le décliner à l'échelon individuel. Alors, maintenant sur la négociation et les accords collectifs. Alors là aussi, c'est un point très important. La loi de transformation de la fonction publique a apporté des modifications importantes sur ce point. Il y a donc une possibilité pour les collectivités, pour les administrations, des trois fonctions publiques d'ailleurs, de négocier et de conclure des accords collectifs. Alors ces accords peuvent porter sur un certain nombre de domaines qui sont énumérés par le Code général de la fonction publique, sur les conditions et l'organisation du temps de travail, sur l'organisation du travail, pardon, les conditions de l'organisation du travail, sur le temps de travail, le télétravail, les conditions de travail, les modalités de déplacement entre le domicile et le travail, sur tout ce qui concerne les mesures d'accompagnement social, de réorganisation du service. Si on veut, par exemple, réorganiser un service ou supprimer un service, il y a des obligations de reclassement. À défaut de reclassement, il y a des déplacements des fonctionnaires en surnombre ou des licenciements des agents contractuels. Donc, c'est quelque chose qui peut donner lieu à un accord social pour anticiper, pour fixer un cadre. Ces accords peuvent également intervenir, alors ça c'est le volet environnemental, hein, sur toutes les actions qui peuvent être mises en place pour lutter contre le changement climatique, sur la préservation des ressources, etc. Et puis encore, il y a d'autres éléments, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l'égalité des chances, les déroulements de carrière, promotion professionnelle, etc. On remarque d'ailleurs, protection sociale complémentaire, on remarque que tout cela correspond également à des compétences du CST. En fait, c'est justement même la logique. C'est la logique. De structuration et d'organisation du dialogue social pour monter en compétence sur une vision stratégique. C'est que on parle de nos politiques RH au sein du CST, et ensuite on le décline au niveau des outils à notre disposition avec l'obligation légale de faire des LDG qui tracent justement nos grands axes. Par exemple, sur la politique de carrière, c'est parce que ça figure dans nos LDG qui est une obligation légale que la CAP peut se resserrer sur les décisions individuelles défavorables, plutôt que comme ça pouvait l'être jusqu'à présent, d'être sur des situations individuelles, y compris positives. Et donc, en fait, en outil parallèle, on a justement la négociation et les accords collectifs qui, de fait et en toute logique, sont possibles sur quasiment tous les aspects de la politique RH.
Après, mais on le verra par la suite, il y a aussi certains aspects où parfois elle peut être obligatoire. Je pense notamment à la mutuelle, au télétravail ou au plan d'action en matière d'égalité professionnelle. Oui, ça c'est important, ces accords ne sont pas obligatoires sauf sur certains aspects spécifiquement prévus par la loi, tels que tout ce qui est PSC, protection sociale complémentaire. Le plan d'action égalité professionnelle doit faire l'objet d'une négociation spécifique, et puis le télétravail. Alors, pour ces accords collectifs, qui est compétent pour négocier et conclure les accords collectifs? C'est l'autorité administrative territoriale pour les collectivités locales, hein, donc ça va être le maire, le président du conseil départemental, régional, le président de l'établissement public, et puis ce sont les organisations syndicales représentatives, c'est-à-dire qui siègent, qui ont au moins un représentant au CST. Alors il faut savoir que on a vu qu'il y avait une liste d'accords qui était prévue par le Code général de la fonction publique, mais c'est pas une liste qui est exhaustive, qui est limitative, puisqu'il est tout à fait possible de conclure des accords en dehors des thématiques énumérées par la loi. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut faire des accords sur à peu près tout. Mais il y a une différence importante entre les accords qui sont énumérés par le Code général de la fonction publique et les accords qui ne le sont pas, qui ne sont pas mentionnés, mais qui peuvent quand même être passés en complément. C'est que les accords complémentaires ne peuvent pas comporter de dispositions qui édictent des mesures réglementaires ou des clauses qui engagent l'autorité territoriale à agir d'une certaine manière. Alors que les accords qui sont énumérés par le Code général de la fonction publique, eux peuvent contenir des clauses réglementaires. Et là, c'est quelque chose qui est une vraie innovation quand même dans le droit de la fonction publique, parce que le principe, la tradition, c'est que qui est compétent pour reprendre des dispositions réglementaires, ce sont les autorités administratives compétentes. Le maire, dans un certain nombre de cas, et le plus souvent l'organe délibérant. Donc là, c'est une vraie innovation. Alors, un point également qui peut être intéressant, et là qui est importé du droit du travail, c'est les accords de méthode. C'est-à-dire qu'avant de négocier un accord collectif, on peut se mettre d'accord sur la méthode de travail. C'est quelque chose qui est très connu par ceux qui travaillent dans le privé. Donc c'est une possibilité qui est donnée, c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de parvenir à un accord de méthode, mais ça peut être utile. Après, je crois que ça évidemment ça va être variable d'une collectivité à l'autre, mais on va dire que s'il y a des tensions, soit si le dialogue social est difficile dans une collectivité, ou s'il y a des tensions peut-être entre les organisations syndicales qui sont susceptibles de négocier un accord, ça peut être pas mal de cadrer les choses pour que pour éviter des discussions sur tel ou tel point entre les uns et les autres. Ça peut permettre aussi de clarifier la façon de discuter avec les organisations syndicales. Est-ce qu'on est sur de la co-construction, où est-ce qu'auront lieu les moments de travail, de discussion, de négociation, et sur le périmètre du sujet qui rentre dans chacun de ces aspects-là également. Donc ça peut être aussi effectivement un bel outil de lisibilité. Alors, qui peut participer aux négociations? Je l'ai dit, il y a les organisations syndicales représentatives avec au moins un siège au CST. Et qui peut prendre l'initiative? Alors, en principe, c'est l'administration qui prend l'initiative. Mais les organisations syndicales peuvent également ont également l'initiative. Il faut simplement que ça soit là où les organisations syndicales qui ont recueilli au total 50% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Et si tel est le cas, elles vont demander à l'autorité territoriale, à l'administration, d'ouvrir une négociation, et pour ce faire, elles doivent être reçues par l'administration qui prendra position. Elle pourra dire, d'accord, on va engager des négociations, ou alors, non, je ne souhaite pas engager des négociations. Comme il faut être deux pour négocier, il est clair que si l'une des deux parties ne veut pas, par définition, il ne peut pas y avoir de négociation.
Alors, si on décide d'engager des négociations, et qu'on arrive à un texte, il faut que ce texte, effectivement, que cet accord soit validé. Et pour ce faire, il doit être signé par une ou par plusieurs organisations syndicales représentatives, donc qui sont au CST, et qui totalisent 50% des suffrages exprimés. C'est la condition pour que l'accord soit validé du côté des organisations syndicales. Après, du côté de l'administration, il y a deux modalités pour notamment les collectivités locales. Soit l'organe délibérant a habilité l'exécutif local, l'autorité territoriale, à engager des négociations et à conclure l'accord. Auquel cas, l'accord peut être, et sur la base de cette habilitation, signé par l'autorité territoriale qui donc engage la collectivité. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que l'accord signé par l'autorité territoriale est ensuite présenté à l'organe délibérant qui le valide ou ne le valide pas. Alors, il est certain que si on est dans cette deuxième hypothèse, il faut que l'autorité territoriale soit quand même sûre de son organe délibérant, parce que sinon, évidemment, elle est un peu décrédibilisée aux yeux des organisations syndicales. Donc, c'est un point de vigilance. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a une innovation de la loi de transformation, c'est de prévoir que, ce qui n'était pas le cas auparavant, que les accords collectifs énumérés par le Code général de la fonction publique peuvent contenir des mesures réglementaires ou qui engagent l'administration. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Que l'existence de ces clauses réglementaires. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment s'appliquer. Alors qu'autrefois, lorsqu'on négociait un accord, on pouvait, par exemple sur le temps de travail, il y avait des accords souvent qui étaient négociés, et puis après, de toute manière, le temps de travail, c'était une compétence de l'organe délibérant. Donc, quel que soit le contenu de l'accord, si l'organe délibérant décidait de faire autrement, c'était lui qui était l'autorité compétente. L'accord, c'était un dialogue social qui existait, mais qui n'était pas contraignant. Là, c'est quand même une autre affaire. C'est vraiment une autre affaire, et on va dire qu'en termes de... Oui, le dialogue social, c'est l'enjeu du dialogue social et on va dire un petit peu accru par cet aspect-là, parce qu'il y a désormais un élément juridique. Jusqu'ici, c'était évidemment politiquement, c'était contraignant. Si on signait un accord, il fallait que celui-ci soit suivi ensuite dans les faits par l'adoption des actes administratifs correspondants. Mais aujourd'hui, c'est l'accord lui-même qui devient un acte administratif. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, ces accords collectifs, ce ne sont pas des accords qui sont infinis. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on les a conclus qu'on est lié ad vitam aeternam par ces accords. Et donc, il y a une possibilité, d'abord, à mon sens, de fixer peut-être une durée sur ces accords. Ça, c'est une chose. Même si c'est pas une obligation, on peut très bien ne pas fixer de durée. Mais quand on n'a pas fixé de durée, on peut de toute manière modifier ces accords. Et là encore, l'initiative revient à l'autorité territoriale ou aux organisations syndicales qui peuvent demander la modification de ces accords. Et la modification va intervenir. Alors, il y a une condition de majorité pour les organisations syndicales. Il faut qu'elle représente la majorité au moins des suffrages exprimés aux dernières élections paritaires. Et cette majorité s'apprécie à la date de signature de l'accord ou à la date des dernières élections professionnelles. Peut-être pour revenir sur l'accord collectif et sa capacité la nouveauté qu'il puisse avoir un effet réglementaire, pour temporiser ou pas d'ailleurs, mais
il faut quand même avoir un mandat politique pour pouvoir bénéficier mettre en œuvre et aller vers les organisations syndicales sur un accord réglementaire. Donc dans les faits, même s'il y a bien effectivement une évolution légale, je ne sais pas si ça va énormément changer les choses d'un point de vue opérationnel au sein de nos collectivités, puisqu'il faudra bien toujours discuter et avoir l'accord de nos élus en amont pour avoir le mandat et ensuite en référer sur l'état du contenu de l'accord. Donc je ne sais pas si c'est si révolutionnaire que ça. Par contre, en termes de sens, ce que j'y vois, c'est quand même la professionnalisation et la confiance qu'on peut donner aux politiques RH et au dialogue social. Puisqu'on donne quand même la possibilité de s'organiser en interne pour créer un accord qui aura valeur réglementaire. Enfin, et peut-être que c'est après, donc auquel cas mea culpa, mais ce qui est intéressant aussi, ce qui est prévu par la loi, c'est l'obligation de faire un comité de suivi, de pouvoir suivre les dispositions qui étaient mises en place par le biais de cet accord collectif. Donc ça veut dire que, toujours dans cette logique de structuration, je pense que c'est vraiment un des enjeux clés de cette réforme-là, c'est nous obliger à nous organiser. On s'est mis d'accord sur quelque chose, ok. Maintenant, c'est comment est-ce que cette décision doit vivre sur la durée. Donc ça, ce qui peut rejoindre aussi sur les fameux bilans qu'on a pu voir en termes de CST, où tous les ans, on doit faire des points d'étape sur quasiment chacune de nos politiques RH sectorielles, et puis faire un comité de suivi, parce qu'on a pu le voir, par exemple, en termes de rémunération, et en dehors du contexte d'inflation, de dégel du point d'indice qui est spécifique à cette année-là, on voit bien qu'en termes de politique de rémunération, on peut faire du one-shot tous les 10 ans. C'est compliqué. Il vaut mieux avoir peut-être une définition de notre politique de rémunération qui s'étale sur plusieurs années, faire des bilans annuels, de voir où on en est, etc. pour fluidifier, faire vivre tout simplement nos démarches plutôt que d'y revenir une fois tous les 5 ans, 10 ans, avec des complexités et puis des marges de manœuvre peut-être un peu plus étroites. On passe aux questions-échanges. Beaucoup de questions sont arrivées. On va les aborder dès à présent. Je rebondis sur ce que vous venez d'évoquer, Émilie, en commentaire qui rejoint ce que vous venez d'évoquer, sur ces accords majoritaires qui sont véritablement la nouveauté de cette réforme et le besoin finalement de professionnalisation, ce que vous disiez, ou de formation peut-être des organisations syndicales et parallèlement aussi de l'ensemble des membres participants à ces instances, finalement. Oui, tout à fait. Je comptais l'aborder un petit peu par la suite. Effectivement, en dehors des obligations légales, c'est justement comment est-ce qu'on travaille main dans la main avec nos organisations syndicales pour définir un petit peu, déjà d'une part, le qui fait quoi au sein des instances, parce que on a beau avoir des textes légaux, c'est important de pouvoir se les approprier, de se mettre d'accord avec nos organisations et de voir ensuite les besoins en formation adéquate, que ce soit sur les différents sujets de politique RH, mais j'ai même envie de dire même sur la négociation syndicale en tant que telle. Parce que le but, c'est quand même d'être un représentant, donc c'est le fruit d'une élection. On n'est pas tenu d'être un professionnel de la RH. D'ailleurs, des fois, c'est pas plus mal de ne pas l'être. Ça nous permet d'être poussés dans nos retranchements et de revenir à des éléments de bon sens parfois. Mais par contre, ça a aussi ses limites parce que on est sur des sujets qui sont quand même complexes et qui le sont de plus en plus. Et donc, pour pouvoir répondre ensemble à nos enjeux, la formation est aussi un levier extrêmement important. On continuera à l'aborder ensuite dans notre dernière partie. Alors, on reprend quelques questions, on revient un petit peu en arrière sur le CST, parce que des questions continuent à arriver là-dessus, et puis il y aura des questions aussi sur ce qu'on a évoqué sur les accords, la négociation collective. Alors, première question sur la mobilisation des candidats pour les CCP. Difficulté à mobiliser les candidats, nous dit-on. Alors, est-ce que vous confirmez cette remarque et les conditions pour être électeur sont compliquées. Alors, et en cours de mandat, il y a toujours des tirages au sort avec une procédure lourde. Alors, c'est plutôt un commentaire, mais vous confirmez les difficultés. Comment on remédie à ça? Alors, en fait, sur les CCP, c'est vrai que c'est pas évident. Donc je pense que la difficulté peut se retrouver de façon peut-être un petit peu globale. Par contre, l'intérêt de ces CCP, c'était justement de pouvoir aller vers davantage d'égalité et de prendre en compte la situation de nos contractuels. Donc en fait, elle a au moins le mérite d'exister, de faire parler d'elle.
Par ailleurs, en plus avec les évolutions du statut et les possibilités de recourir davantage aux contractuels, nous dans nos politiques RH, on va devoir donner une place plus importante aux contractuels. Donc ça rejoindra plutôt les compétences du CST sur les droits, la politique de rémunération pour les contractuels, les perspectives de déroulement de carrière, etc. etc. Par contre, par ailleurs, sur la protection des droits de ces contractuels et l'instance permettant de pouvoir discuter des décisions individuelles défavorables, en gros le pendant de la CAP, il y a des difficultés encore techniques et opérationnelles. J'espère qu'elles s'amélioreront petit à petit, mais elle a au moins le mérite d'exister et de pouvoir avoir ce canal dédié à la situation spécifique des contractuels. Autre question plusieurs questions nous sont posées sur les modalités d'élaboration du règlement intérieur du CST. Est-ce qu'il y a des conseils à donner sur l'élaboration du règlement intérieur? Des modèles peut-être existent là-dessus? Est-ce qu'il y a des fondamentaux évidemment à pas rater? Peut-être je dirais juste pour le cadrage juridique, il y a une règle importante qu'il faut, quand on parle de règlement intérieur, c'est que c'est toute un peu l'ambiguïté de cette notion de règlement intérieur, c'est que le règlement intérieur ne doit rien ajouter aux textes légaux et réglementaires. Donc en même temps, s'il doit rien ajouter, à quoi sert-il? C'est toute la question. On va dire que le règlement intérieur a un avantage quand même, c'est de synthétiser peut-être l'ensemble des règles applicables et d'avoir un document unique que tout le monde peut consulter et auquel on peut se référer. C'est le grand avantage du règlement intérieur. Et d'avoir de la transparence en continu, quels que soient les départs, les arrivées au sein d'une organisation syndicale. Par ailleurs, sur peut-être les conseils, effectivement, la loi précise pas mal de choses sur ces aspects-là, mais je pense que c'est plutôt de l'appropriation qui est nécessaire. Ça fait un petit peu office de sensibilisation. Donc c'est de les travailler avec les organisations syndicales en amont des élections pour se donner de la lisibilité, surtout que ce sont des nouvelles instances. Donc déjà de pouvoir apporter les évolutions légales en termes de sens, de pouvoir se mettre d'accord, puisque par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que beaucoup d'organisations syndicales étaient inquiètes de la disparition des CHSCT. Donc quelle est la place que l'on donne aux discussions autour des conditions de travail, de la sécurité, de la prévention? Comment est-ce qu'on s'organise en interne d'un point de vue concret en amont même de ces instances, c'est-à-dire quelles sont l'organisation concrète qu'on se donne sur les sujets vont être évoqués dans le cadre de telle instance, mais en amont, on va se donner tel calendrier, telle méthode, on se donne la possibilité ou pas d'utiliser l'accord collectif, etc., etc. Donc c'est surtout de le faire avec les organisations syndicales pour définir un petit peu ensemble nos lignes de partage. On revient sur ce qu'on avait évoqué. Alors nos auditeurs sont très à l'affût et très informés. Un commentaire sur la possibilité de recours à une expertise que l'on évoquait tout à l'heure. A priori, ça demeure dans l'article 67 du décret du 10 mai 2021. Donc l'information là nous est donnée, mais il y a une restriction justement dans le cas d'une réorganisation. Donc je ne saurais pas en conclure, Guillaume, il faut se référer au texte. Et puis, oui, il faudrait que je revoie le texte. Voilà, donc allez voir le décret, l'article 67 du décret du 10 mai, là-dessus. Et une autre question alors, qui peut être intéressante, notamment pour les collectivités, les très petites collectivités qui peuvent nous regarder aujourd'hui. Dans un CST d'un centre de gestion, ces accords que l'on a évoqués, ces accords collectifs, s'appliquent-ils à toutes les collectivités de moins de 50 agents? Excusez-moi. Dans un CST d'un centre de gestion, ces accords s'appliquent-ils à toutes les collectivités de moins de 50 agents? Bonne question. Si je comprends la question, ça serait que lorsqu'il y a un accord qui est négocié... Au niveau du centre de gestion, est-ce que ça s'applique à toutes les communes membres? Ça s'applique à toutes les communes membres qui veulent bien signer l'accord. Mais il faut que le centre de gestion ne peut pas dire « moi j'ai négocié un accord ». C'est pas automatique. Et il est applicable à tout le monde. C'est l'autorité compétente du côté de l'employeur public, c'est le maire, c'est le président, c'est le président de l'établissement public. Mais il faut l'accord de la collectivité.
Ok. Peut-être une dernière question qui était liée au vote électronique. On revient encore un petit peu en arrière. Dans le bureau centralisateur électronique, est-ce que toutes les organisations syndicales candidates doivent-elles être représentées? Une question très très précise. On a des. Oui, là il y a des questions très très précises. Bon, il faudrait vérifier. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. À la limite, on la notera, on vous la diffusera, chers auditeurs, cette réponse. Évidemment, beaucoup de questions et effectivement très précises, très opérationnelles. Alors vous noterez, vous avez dû le voir passer dans votre fil de questions. Certains guides existent sur la formation des acteurs que l'on évoquait, formation des organisations syndicales, de l'ensemble des siégeants aux instances. J'ajoute évidemment que sur vos ressources VK, notamment toute la collection ressources humaines, vous avez tous les repères juridiques et les conseils opérationnels sur ces questions-là. Et j'évoque le dernier livre blanc que l'on a publié tout récemment, qui est accessible gratuitement en téléchargement sur vk.fr, sur cette thématique de dialogue social et élection que l'on aborde aujourd'hui, et vous retrouvez aussi des ressources concernant ces sujets. On poursuit avec la dernière partie de notre sujet aujourd'hui, alors sur vraiment le cœur finalement de notre sujet, le dialogue social. On l'a évoqué en introduction, on a fait un rappel évidemment réglementaire de ces nouvelles instances, avec les nouveautés, les règles applicables. Il y a une réalité que vous qui nous écoutez êtes au cœur de cette réalité, et donc la mise en place du dialogue social est parfois une dynamique réglementaire, on l'a dit, mais parfois la réalité vient un petit peu en frontal par rapport à ces dispositions, et donc on est là aussi pour aborder ce sujet, éventuellement avoir les retours d'expérience, des bonnes pratiques finalement pour optimiser ce dialogue social. En tout cas, donc, on a déjà évoqué un certain nombre de choses, donc peut-être que j'irai un peu plus vite pour pouvoir parler d'autres choses, mais indéniablement, quand bien même une loi vous paraît claire, il faut toujours permettre de se l'approprier. Donc sur les nouvelles instances post-élection, c'est important de les préparer avec nos organisations syndicales, d'expliquer ce que dit la loi, d'expliquer nos doutes aussi, et quelles sont nos éventuelles marges de manœuvre pour se mettre d'accord sur la façon dont on va s'organiser ensuite. Donc je ne reviens pas sur ce que je l'ai déjà dit, mais comment est-ce que sur les sujets de santé, conditions de travail, quelle sera la place des organisations syndicales, les rassurer sur le fait que c'est un sujet essentiel de nos politiques RH et qu'elles doivent être traitées, que le but justement c'est de pouvoir travailler dans une instance un peu unique pour développer cette vision à 360 degrés des sujets de politique RH avec les organisations syndicales, de pouvoir un petit peu rappeler le nouveau rôle des CAP, mais je trouve que c'est aussi justement un exemple, le nouveau rôle des CAP. Entre guillemets, on l'a vidé d'un certain nombre de compétences qui relevaient de situations individuelles pour le basculer sur une vision beaucoup plus stratégique et globale par le biais notamment des LDG. Alors, la logique en fait de tout ça, c'est de s'engager sur ce qu'on appelle un agenda social et de créer notre feuille de route avec nos élus et nos organisations syndicales. Et le but, c'est déjà de se mettre d'accord avec les organisations syndicales sur cette fameuse feuille de route. Par ailleurs, on vient de l'évoquer sur le règlement intérieur, son intérêt, déjà c'est une obligation légale, vous venez de le dire, il a au moins le mérite de poser les choses et de donner un cadre. Après, je trouve que c'est quand même intéressant de le partager avec les OS parce que justement ça leur permet de poser des questions et de contribuer à cette professionnalisation, c'est-à-dire d'être au fait déjà des obligations légales. Et puis surtout, un sujet qui intéresse plus spécifiquement les organisations syndicales, ce sont les fameux protocoles d'exercice syndical. Et quels sont les moyens qu'on donne à nos organisations syndicales pour fonctionner. Donc fort heureusement, nous avons des obligations légales, donc le minimum c'est de les respecter, mais après on a aussi des marges de manœuvre sur différents aspects, les moyens en dotation informatique, en communication à l'égard des agents, sur le nombre de mails qu'on peut envoyer, des choses comme ça. Enfin, c'est des choses qui permettent un petit peu de canaliser, de structurer le dialogue social pour faire en sorte qu'il soit le plus
juste entre les différentes organisations syndicales et le plus apaisé aussi, que ce soit pas un peu la bérésina dans la collectivité, que les choses deviennent illisibles. Et donc évidemment tout l'intérêt de ce protocole, c'est de le travailler avec les organisations syndicales. Et une fois que c'est calé en début de mandat, on a pareil posé les choses, dépassionné les choses pour toute la durée du mandat. Et puis, j'ai aussi l'occasion de le dire, mais la formation est à mon sens quelque chose d'essentiel. Il me semble que c'est devenu une obligation de pouvoir former au début de l'exercice syndical les membres du CST sur justement les enjeux de santé, de conditions de travail, preuve que justement c'est bien un sujet majeur et qu'il a toute sa place et que le but c'est certainement pas de fragiliser ce sujet qui est beaucoup trop important pour nos agents. Quand on dit une formation obligatoire, ok, d'accord, mais dont acte, quel est le besoin maintenant concret en termes de formation? Et le but c'est de l'adapter à la réalité de nos métiers et d'où on part. On n'a pas les mêmes... on ne part pas tous du même endroit selon la collectivité pour laquelle on travaille, on n'a pas tout à fait les mêmes métiers, les mêmes contraintes métiers. Et puis surtout, les mêmes délégués syndicaux et leur parcours. Donc le but, c'est de pouvoir un peu faire du sur-mesure avec elles, de construire ce parcours de formation, étant précisé également qu'il y a des choses qui relèvent non pas de l'employeur, mais aussi de leur... organisation nationale, etc. Donc il y a des équilibres un petit peu subtils à prendre en compte pour ne pas non plus être dans l'ingérence sur la liberté d'une organisation syndicale et d'un délégué syndical. Le but c'est plutôt c'est de pouvoir travailler ensemble sur un certain nombre de sujets et sur des enjeux qu'on a partagés et posés ensemble. Alors peut-être arrêtons-nous en prenant deux petites questions qui sont liées à la formation spécialisée et ce besoin de formation que vous évoquiez, chère Amélie. La première question, est-ce que la formation spécialisée doit obligatoirement avoir son propre règlement de fonctionnement ou est-ce que celui porté et acté en CST est-il suffisant? En fait, je pense qu'il faut éviter... l'intérêt de cette loi, c'est de ne pas faire comme avant, deux instances parallèles. Donc l'idéal, à mon sens, c'est d'avoir un règlement commun qui, pour toutes les différentes instances de dialogue social, et qui explicite, instance par instance, dans un règlement commun, le fonctionnement de ces instances. Par ailleurs, le but, ensuite, c'est d'éviter les redondances ou la déperdition d'informations sur la façon de gérer nos dossiers. Aujourd'hui, certaines collectivités nous disent... dès qu'on a des sujets d'organisation de service, qui est quand même ce qui arrive assez régulièrement dans nos pratiques professionnelles, de devoir le passer d'abord en CHSCT, puis ensuite en CT, mais c'est pas les mêmes élus au sein des deux instances. Enfin, ça entraîne une certaine lourdeur et puis parfois aussi une perte de sens. Donc le but c'est plutôt d'avoir une instance plus forte et musclée avec des enjeux stratégiques et d'avoir des instances à côté de travail pour aller un peu plus dans le détail avec les organisations syndicales. Autre question sur la formation. Est-ce que ce sont les représentants du personnel qui choisissent les formations auprès d'un organisme de formation et qui finance ces formations? Alors je ne sais plus exactement, tout dépend de quel type de formation on parle. Il y a les formations qui relèvent de leur champ de compétences et qui travaillent, que les organisations définissent elles-mêmes en interne et qui relèvent de leur parcours syndical, etc. Et puis il y a les formations plus en lien avec les sujets relevant de l'employeur et là pour lesquels l'employeur évidemment les paye. Et sur le contenu, on les définit, le mieux c'est de les définir avec les organisations syndicales. Comme finalement sur tous les sujets, c'est d'impliquer finalement, d'être dans ce dialogue de co-construction. En tout cas, autant que faire se peut. Tous les sujets ne se prêtent pas à la co-construction. Donc, pour aller effectivement au-delà des instances, le dialogue social, c'est pas que ce qui se passe en instance ou ce qui fait l'objet d'une décision de par l'autorité territoriale. Il y a plein d'éléments de dialogue social un peu plus officieux qui contribuent à la qualité du dialogue social et surtout à la construction de projets le plus ancrés sur les réalités de terrain de nos agents. Donc on voit bien que la culture du dialogue social est quelque chose qui reste encore un petit peu conflictuel.
parce que déjà, que ce soit parce que nous, employeurs, nous n'avons peut-être pas suffisamment la culture de la négociation. On veut peut-être aussi imposer nos choses, ou des fois on va trop vite, on n'y pense pas forcément. Donc on a une culture de la négociation qui n'est peut-être pas encore optimisée. On a évidemment les postures idéologiques, on a le désengagement des agents, on y parlait tout à l'heure sur l'importance de pouvoir avoir un taux de participation aux élections professionnelles le plus important possible. Et puis il y a aussi la place des organisations syndicales et du dialogue social plus globalement dans nos collectifs de travail, dans nos collectivités, notamment avec nos directeurs généraux et puis nos élus. Pour certains, la RH c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant par rapport aux politiques publiques, c'est pas forcément ce sur quoi les élus vont prioritairement s'intéresser, et puis pour d'autres c'est une évidence que la politique publique ne se fera qu'avec une politique de ressources humaines particulièrement bien définie et aboutie. Donc déjà tout dépend de où on part et de cette prise de conscience ou pas. Et en fonction de ça, eh bien, on voit bien qu'on a encore un travail à faire pour bien associer nos organisations syndicales à la définition de la stratégie de politique publique. La RH ne travaille pas tout seul dans son coin, elle est là au service d'un service public qui va être mis en place. Donc, et même nous-mêmes, j'ai envie de dire RH, on n'est pas toujours... on a parfois des petits wagons de retard sur ce qui va se passer à tel endroit en termes d'enjeux de service public. Donc on a un enjeu en termes de structuration, d'organisation, de capter l'information par anticipation, d'anticiper ce qui va se passer pour nos services et de pouvoir le construire en parallèle avec nos organisations syndicales, ce qui nécessite à la fois ce qui pose la question en fait du dialogue social central et puis aussi avec les services, c'est-à-dire la fonction du dialogue social un peu déconcentrée. Et ça, c'est un sujet, surtout si on est sur des collectivités de taille un petit peu plus prégnante. Ensuite, donc, par contre, on voit bien que même si on est sur un dialogue social qui reste encore un peu conflictuel, le but, c'est d'aller davantage vers une logique partenariale. Donc, toute la réforme de la loi de transformation et des propos qui ont été déjà présentés par Guillaume sont tournés vers une logique d'organiser le dialogue social, de le structurer, de faire en sorte qu'il soit clair, planifié pour savoir où on parle, avec qui et sur quel sujet. Et en termes d'outils juridiques à nos dispositions, les fameuses LDG dont on a déjà parlé, les lignes directrices de gestion, sont un outil pour nous pousser, nous, à construire une stratégie de politique RH et de pouvoir ensuite la transformer en une feuille de route, en un agenda social qu'on décline avec nos organisations syndicales en disant on va travailler sur tel axe, sur tel calendrier, etc. Et donc forcément, ça rejoint la question de l'outil autour de la négociation collective, qui est un levier complémentaire, et de pouvoir, le cas échéant, commencer par le fameux accord de méthode. C'est-à-dire, mettons-nous d'accord sur de quoi on parle, sur quel calendrier, où on parle, où on négocie, où on construit ensemble, etc. Et ça peut paraître très basique, mais pour ma part, j'ai quand même été énormément confrontée à ce manque de clarification. Les OS nous ont toujours dit, mais... on parle quand, on travaille quand ensemble et où est-ce qu'on négocie en fait. Vous nous dites qu'il y a du dialogue social, mais c'est pas vrai, on peut pas négocier. Ah, peut-être qu'il faut qu'on redéfinisse, effectivement, à force de tout le temps parler la tête dans le guidon dans le dossier, on a peut-être aussi besoin de se donner cette lisibilité sur là c'est une instance où on discute, là c'est une instance où on travaille, on construit, et là c'est une instance où on va négocier. Donc du coup ça peut paraître peut-être un petit peu basique, mais clarifier les lieux de discussion, les instances réunions de travail, groupes de travail, négociations, et puis surtout l'importance de faire du suivi de l'évaluation. Et donc de créer nos commissions d'évaluation, de faire des bilans annuels sur tous les axes structurants de notre politique RH, pour pouvoir constater est-ce que nos objectifs ont été remplis, est-ce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de piloter pour les prochaines années, c'est-à-dire je prends par exemple l'égalité professionnelle, est-ce qu'on a amélioré les choses, ou est-ce qu'il nous reste encore des axes de progrès. Donc de faire vivre nos démarches de façon posée et j'ai envie de dire de façon beaucoup plus fluide, plutôt que par à-coup où on va mettre l'armée sur tel sujet et puis ne plus y toucher pendant 5 ans, 10 ans et se retrouver avec des choses qui sont complètement déconnectées de nos réalités de terrain. C'est la force des outils et de la transparence partagée d'informations, parce que j'évoque ici, pour rejoindre ce que vous dites, l'année dernière, la DGCF, vous le savez sûrement, avait fait une enquête sur la réalité du dialogue social, en prenant la période de la crise sanitaire où 8 employeurs sur 10 de souvenirs, donc d'interco, et plutôt d'interco de taille assez importante,
disait qu'il avait mené des négociations collectives et que le dialogue social, finalement, s'améliorait, s'intensifiait durant cette période. Et parallèlement, on avait les organisations syndicales qui, au contraire, avaient plutôt une vision de dialogue social dégradé, voire inexistant. Donc c'est cette différence de perception qui est intéressante à pointer entre les partenaires. Oui, tout à fait. Ça, je pense que beaucoup de collectivités le vivent au quotidien. C'est-à-dire que les RH ont d'un côté l'impression de ne faire qu'associer les organisations syndicales, de les informer, de travailler avec elles, de créer des réunions, et de l'autre, dire oui, enfin vos réunions, elles servent à rien. C'est juste pour nous dire que vous nous avez invités, de discuter du sujet, mais en fait, vous prenez pas en compte ce qu'on vous fait remonter. Et en fait, c'est vrai qu'on est sur un dialogue social aussi qui est un peu plus subtil, vu qu'on le travaille au fil de l'eau et pas seulement par grandes rencontres. De fait, peut-être qu'on a perdu en capacité à mettre en valeur les apports que ces discussions font, parce qu'en fait, justement, elles influencent la feuille de route au quotidien par le biais de ces discussions quotidiennes. Mais du coup, peut-être qu'elles en ont moins l'impression et qu'elles ont ces frustrations de se dire mais on ne nous prend pas suffisamment en compte dans notre rôle de proposition et de négociation. Et donc, justement, pour avoir un peu un côté sacralisé, c'est important aussi d'avoir des rencontres avec l'administration. Donc, ça, c'est la RH essentiellement, ou les directions pour la fonction managériale et la fonction RH déconcentrée. Mais c'est aussi important de pouvoir avoir des canaux pour les organisations syndicales avec le pouvoir politique. Et donc, souvent, c'est à minima une rencontre annuelle avec l'élu en charge du sujet, voire avec l'exécutif local, selon les cultures des collectivités. Et c'est généralement des choses qui sont assez importantes pour les organisations syndicales, déjà pour prendre en compte, comment dire, pour les reconnaître en fait, déjà en tant que telles, et puis pour avoir la possibilité de discuter au plus haut niveau sur des sujets un petit peu clés. Et puis, vous avez commencé à l'évoquer avec le Covid, mais on voit bien qu'on a fait évoluer aussi nos façons de travailler avec nos organisations syndicales, mais à l'instar de ce qu'on a pu faire évoluer par ailleurs sur nos méthodes de travail tout court, avec notamment une montée en puissance de la digitalisation. On a pu simplifier un petit peu la façon de pouvoir échanger avec elles par le développement de réunions en visio pour faire gagner du temps à tout le monde, limiter les temps de déplacement, surtout que le but c'est qu'elles puissent aller au plus près du terrain, donc gagner du temps c'est quand même un enjeu. Et puis d'avoir aussi davantage d'espace partagé avec l'administration, de développer les nouveaux moyens de travail avec le téléphone, l'ordinateur, des tablettes, des choses comme ça. Peut-être la fin du papier pour certaines collectivités et pour d'autres pas du tout parce que c'est pas adapté à la culture professionnelle et aux besoins exprimés par les organisations syndicales. Mais en tout cas, on voit bien aussi que avoir des espaces partagés avec l'administration, c'est aussi révélateur d'une confiance partagée et d'une volonté de travailler ensemble et de donner de l'accès à l'information et à la possibilité de travailler sur ces sujets. Et donc, bon, j'ai un petit peu empiété sur les slides. C'est pas un problème, on a évoqué effectivement tout ça. Mais la négociation est un levier, un outil juridique. Juste, voilà, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de dire que c'était obligatoire pour la mutuelle, mais plus globalement la protection sociale complémentaire, les plans d'action égalité professionnelle et le télétravail. La possibilité de se mettre d'accord sur la méthode et puis voilà, de se former. La formation est obligatoire pour avoir une culture partagée des enjeux de négociation et de concertation. Après, le bémol est peut-être un élément paradoxal, c'est que dans la fonction publique territoriale, on peut quand même malgré tout aller à l'encontre si on n'avait pas... on peut mettre en œuvre cet accord collectif qui n'aboutit pas via le CST. Alors que la logique voudrait que, normalement, une négociation collective, il ne devrait être possible que si on s'est effectivement mis d'accord. Et malgré tout, après, c'est via un passage en CST, donc une logique derrière tout ça, c'est que le CST est quand même composé de nos délégués syndicaux. Mais peut-être qu'un jour, le dialogue social évoluera vers quelque chose de plus... symbolique.
on est d'accord, on y va, on n'est pas d'accord, on n'y va pas. Mais il y a le risque, malgré tout, de voir des sujets bloqués, ce qui est justement, à mon avis, une des raisons pour laquelle la loi a prévu la possibilité d'avancer malgré tout, et en ayant mis en place, entre guillemets, un contre-pouvoir, mais de passer par le CST pour protéger les équilibres globaux. On passe à 2 questions sondage pour faire réagir, et puis pour bien sûr faire réagir nos invités aujourd'hui. Et avant d'aborder vos dernières questions sur les 10 minutes qui nous restent à passer ensemble. Alors première question, dites-nous, qu'on en a parlé, mais ça nous intéresse d'avoir la vision de vous qui nous écoutez. Comment estimez-vous la culture du dialogue social dans votre structure? Est-elle plutôt conflictuelle, plutôt partenariale? Alors, on est volontairement, c'est une question tranchée, donc sur des affirmations un peu nettes, mais voilà, dites-nous si la perception que vous avez sur votre dialogue social dans votre structure est-elle plutôt conflictuelle, plutôt partenariale? Et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, cette différence de perception, et donc les moyens que vous avez notamment évoqués à l'instant, Émilie, d'y remédier finalement, de fonder une culture du dialogue social commune. Oui, après, ne nous le cachons pas, avoir des désaccords, c'est très sain aussi, hein. Ça nous fait avancer, le but c'est de nous pousser dans nos retranchements pour faire avancer la cause. Donc, mais ce qui compte, c'est que ça fasse avancer les choses, justement. C'est d'aller au-delà de cette juste des jeux de rôle basico-basiques, d'être contestataire parce que il faut contester l'employeur. Le but, c'est quand même de pouvoir apporter des choses concrètes à nos agents. Alors, vous êtes plutôt aux 3/4, 75%, vous nous répondez partenarial, donc, et donc 26%, 25% sur une culture plutôt conflictuelle. Donc, je ne sais pas si ça rejoint ce que vous observez sur l'ensemble des structures publiques que vous pouvez connaître, chez vous, Émilie, puis vous, Guillaume, à l'ensemble de vos interlocuteurs. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Oui, je crois que ça dépend du sujet. Ça dépend beaucoup des collectivités, des deux côtés d'ailleurs, hein, quel est l'état d'esprit des élus, quel est l'état d'esprit aussi des organisations syndicales. Il y a des collectivités où les choses se passent vraiment pas bien. C'est très très compliqué parce que d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés, on est sur des positions arrêtées, et donc à partir de ce moment-là, on est dans une pure confrontation. Puis il y a d'autres collectivités où les choses se passent bien, il y a un vrai dialogue. Donc c'est vraiment, je crois que il y a pas de règle. Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de réponse clé. Ouais. Et puis on peut être partenaire sur un sujet et complètement en désaccord sur un autre, et c'est bien sûr. Voilà, ça dépend des organisations syndicales. Et puis c'est aussi aux organisations de pouvoir s'entendre entre elles, le cas échéant, autour d'intersyndicales. Bref, il y a plein de prismes différents à prendre en compte, on ne peut pas faire de réponse générique. Dites-nous, deuxième question, on l'a évoqué là aussi, les nouveaux outils numériques peuvent-ils être un instrument pour optimiser le dialogue social? Vous avez évoqué les téléphones, les tablettes, etc. Est-ce que la dimension d'ailleurs de communication, on l'a dit, évoqué, mais communication auprès des agents, notamment, et pas seulement auprès des organisations syndicales, est une dimension importante du dialogue social? Vous voulez dire l'employeur à l'égard de ses agents? Oui. Ah bah c'est même une dimension essentielle. Et pourtant très difficile à mettre en place, c'est pas faute d'essayer, mais le nombre de fois où on se rend compte qu'on a communiqué, on a l'impression d'avoir communiqué énormément et presque au bazooka, et puis on dit mais de quoi vous parlez, je suis pas au courant, vous n'avez pas vu la communication. Donc on voit bien qu'on a un enjeu à la faire descendre au plus près du terrain. Il y a plein de façons de le travailler, il faut que nous, à RH, on aille vers les agents, et puis donc déjà de quels agents parle-t-on en fonction du sujet, mais aller faire des réunions vers eux, sur le terrain, dans leurs services, et pas seulement en grande pompe, parce qu'on voit, sur nos lieux de salles de réunion habituelles, puisqu'on voit bien qu'en fait
des agents qui ont des contraintes métiers ne pourront jamais se libérer en fait pour se rendre en réunion. Donc en parallèle, comment est-ce qu'on leur apporte cet accès à l'information, comment on organise des éventuels réseaux d'ambassadeurs, des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire et des méthodes qui sont adaptées à adapter en fonction des populations d'agents concernés et puis des sujets également. Mais clairement, la communication RH est un sujet très important pour tout simplement faire en sorte que nos agents connaissent leurs droits et puis utilisent les prestations qui sont les leurs et puis qu'ils soient aussi informés des discussions en dehors de leurs droits pour comprendre la politique RH qui est quand même quelque chose qui reste malgré tout très technique et pas du tout intuitif. Vous êtes 88%, un petit peu moins, 85% nous répondent oui. Je dirais presque logiquement, puisque quand on évoque les sujets de communication, évidemment aujourd'hui l'outil numérique fait partie de votre arsenal de communication. Alors après comment on la met en place, etc. Mais c'est vrai que pour le dialogue social, l'information, la communication, effectivement vous êtes d'accord à 85%, on répond oui, ce sont des outils. Et j'ajouterais, c'est un outil aussi au bénéfice de la communication auprès des agents. Mais pour peu qu'ils soient accompagnés, notamment pour ceux qui sont éloignés du digital. Mais on voit que, en faisant quelques enquêtes, qu'on pensait... Enfin, il faut faire des tests, en fait. Et à partir du moment où on accompagne les agents pour pouvoir être, le cas échéant, débloqués s'ils n'arrivaient pas à se dépatouiller de tel ou tel QR code, accès à l'application, etc. En fait, ça fonctionne plutôt pas mal par le biais du digital parce que beaucoup ont un smartphone et ça change un petit peu la façon de communiquer et d'apporter de l'information. On va aborder les dernières questions. On n'aura pas traité l'ensemble de toutes les questions que vous nous avez posées, mais on a abordé quand même la majorité des sujets, en tout cas on a essayé de le faire. On va prendre quelques questions pêle-mêle. Alors par exemple une question sur les agents tirés au sort, pas nécessairement membres d'un syndicat pour les instances, donc ils ne bénéficient pas d'ASA syndical. Comment obliger les autorités territoriales à les autoriser à siéger? Question qui nous est posée. Alors là, je suis pas sûre de comprendre la question. Des agents tirés au sort donc pour siéger aux instances, comment obliger les autorités territoriales et les autoriser à siéger? Des agents tirés au sort qui ne seraient pas membres d'un syndicat. Est-ce que ça pose on ne peut jamais obliger un membre du CST ou du CAP à siéger. Hein. Si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Il n'y a pas de possibilité de la contraindre. Ouais, si c'est la question, c'est comme ça que je la comprends aussi. Mais, donc non, pas de possibilité d'obliger une personne à siéger. On nous apporte un commentaire sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la formation. Donc on nous dit, on a un public très informé, tous les membres des CST ont droit à 3 jours de formation. Et pour les membres des FSSCT, 3 jours, plus 2 jours au choix par l'organisation syndicale. Voilà. Donc ça, vous pouvez le noter, vous avez dû le voir passer dans votre fil, chers auditeurs. On a abordé beaucoup de sujets. On voit qu'il y a pas mal de questions encore sur les nouvelles instances. C'est normal. C'est-à-dire que les DRH, globalement, au-delà du sujet qu'on a abordé aujourd'hui, il y a quand même eu une vraie inflation réglementaire, beaucoup de choses à digérer, encore à traiter. On a parlé des lignes directrices de gestion, on a parlé des 1607 heures, effectivement, la protection sociale complémentaire. C'est peut-être votre gros sujet en ce moment L'action sociale, de façon générale, est un gros sujet et avec un aspect effectivement particulièrement important autour de tout ce qui est PC, oui. Mais pas que, mais oui, c'est un des sujets. L'action sociale dans son ensemble, avec un contexte un peu compliqué. C'est-à-dire qu'exactement, on est dans un contexte de pouvoir d'achat, on a des enjeux forts autour de l'attractivité de la fonction publique territoriale, c'est l'enjeu national et la problématique est quand même présente pour beaucoup d'employeurs territoriaux, donc on est obligé de réinterroger notre façon de recruter, de qu'est-ce qu'on apporte à nos agents pour les motiver à travailler chez nous. Les valeurs du service public sont un des leviers, mais il n'est pas suffisant.
Donc, quand on est confronté à de l'inflation et à des enjeux autour du pouvoir d'achat, il y a évidemment un sujet autour de la rémunération, mais on cherche aussi tous les éléments accessoires. Et donc, l'action sociale est à la fois un moyen de pouvoir apporter des éléments accessoires tout en partageant du sens et des valeurs spécifiques propres à chacune de nos collectivités, en définissant ce qu'on veut y mettre derrière. Ce seront nos mots de la fin. C'est des sujets qu'on abordera l'année prochaine dans d'autres masterclass. La protection sociale complémentaire, on y reviendra notamment. L'attractivité, on y reviendra évidemment aussi, puisqu'effectivement, c'est quand même un sujet qui est partagé en plus par l'ensemble des collectivités, et pas seulement les collectivités d'ailleurs, mais si on s'intéresse vraiment à l'ensemble des structures publiques, c'est un sujet majeur. Donc rendez-vous en février 2023 pour notre prochaine masterclass, donc la première masterclass de l'année 2023. Vous en aurez 10 au total sur l'ensemble de l'année. On ne fera pas le mois d'août, mais on fera sur l'ensemble de l'année. Vous retrouvez à cette adresse l'ensemble des informations et le programme que j'évoquais. Vous le retrouverez en ligne sur smart.vk.fr. Les contacts, vous les retrouvez à l'écran. Ce support sera mis sur l'espace abonné des masterclass. Donc, pour les abonnés, les nouveaux abonnés, vous retrouverez l'ensemble de ces informations que l'on a évoquées aujourd'hui. Et puis les autres contenus, les actualités, les modèles de documents que j'évoquais tout à l'heure. Merci un très chaleureux merci à nos deux experts aujourd'hui d'avoir été présents pour cette première avec nous. Merci Émilie Nicot, merci Guillaume Glénard, merci infiniment pour votre participation. Merci surtout à vous qui étiez avec nous, merci pour votre fidélité à nos rendez-vous VK, donc à très bientôt. Merci à la régie, à Chloé Roche, à Cynthia Nguyen et à Grégory Noaco, aujourd'hui en régie. Donc à très bientôt, hein, merci encore. Et donc rendez-vous en février 2023, à l'année prochaine. Allez, au revoir. Les masterclass RH Public par les éditions VK.